Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce troisième épisode du Forum virtuel du savoir. Alors, la quatrième saison, bien entendu, et ça passe hyper vite. On espère que vous appréciez ces rendez-vous mensuels et les thématiques qui vont avec. Alors, à quelques jours du Ramadan, on se pose la question de savoir comment optimiser sa pratique sportive. Par optimiser, on entend bien entendu quelles sont les activités idéales à faire pendant cette période, quels sont les moments où il faut les faire, comment s'alimenter, comment s'hydrater. Il y a beaucoup de questions en ce sens. Et alors, avec nous aujourd'hui pour y répondre, Halima Raiteb. Halima, qui est coach, qui est spécialiste en sport santé, qui est aussi formatrice et qui est cadre de la santé. Halima, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Salam alaikum, merci à toi, Sabel. Alors, salam alaikum. Et puis, Inch'Allah, bien sûr, bientôt va débuter le Ramadan. On va en faire en sorte que ce qui débute dans les meilleures conditions possibles avec les quelques conseils qu'on va pouvoir donner ce soir. Alors justement, il y a beaucoup de questions que les followers, que les internautes se posent et que nous aussi on se pose. On a d'autres questions à poser, on va dire. Mais alors, la première des choses, c'est quand on entend Ramadan, on sait qu'il y a des changements. Il y a beaucoup de changements en termes de rythme, en termes d'alimentation, le cycle du sommeil, le métabolisme. Il y a énormément de choses qui entrent en compte. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce qui change et nous donner les implications de ces changements-là? Alors, en effet, au-delà d'une période spirituelle et de partage, le jeûne du Ramadan va aussi impliquer énormément de changements. Et ces changements sont très importants et il est très très important de les gérer au mieux pour une sérénité et une protection et une sécurité pour sa santé. Alors les principaux changements, Sabel, vont surtout être de l'ordre métabolique, donc sur le métabolisme, sur le fonctionnement de l'organisme, où le jeûne va entraîner en quelque sorte une dégradation des glucoses, donc du glycogène, euh, très, très rapide, puisqu'on va être à jeun plusieurs heures, donc de 12 à 14 heures selon certains endroits. Et dans l'hémisphère nord, comme des pays comme la Norvège ou la Suède, jusqu'à 20 heures. Donc c'est énorme. Et donc le corps, en fait, il va puiser d'abord dans les sucres, dans les glucoses. Ensuite, il va être obligé d'aller puiser dans des réserves un petit peu plus poussées qui vont être les graisses, donc qui vont être stockées. Et donc, ça va induire, d'une part, une perte de poids, une baisse du cholestérol et une baisse des risques du diabète, entre autres. Ça, c'est quand on va le voir plus loin dans la soirée, ça, c'est quand on respecte une certaine nutrition. Mais attention, la baisse du taux de sucre dans le sang va aussi entraîner une certaine faiblesse, voire une léthargie. C'est-à-dire que les gens vont être très, très fatigués et plus le La baisse de ramadan va avancer. Voilà, plus le ramadan va avancer, plus on va être fatigué, mais ce n'est pas seulement à cause de ce métabolisme, mais ça en fait partie. Il y a d'autres conséquences possibles. Il y a une conséquence possible justement à cette dégradation des graisses et du glycogène. C'est des maux de tête, c'est des étourdissements, c'est des nausées, même jusqu'aux nausées. Et on a tous remarqué que les 2, 3 premiers jours sont les plus difficiles parce qu'il y a voilà, une certaine adaptation à avoir. Ensuite, ça se déroule un petit peu plus facilement. C'est Alors, comme si il faut commencer à s'habituer en quelque sorte à ce voilà, nouveau tout à régime. fait. Donc, il faut laisser quand même à ce temps d'adaptation à l'organisme. Et puis, passer ces 2, 3 jours, ça, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu plus aisé, un peu plus facile. Alors, au-delà du métabolisme, il y a aussi des changements quant à l'hydratation, plutôt l'absence de consommation de liquide durant plusieurs heures va engendrer une, logiquement une déshydratation. Donc, elle va s'avérer plus ou moins importante chez les personnes et selon aussi la température environnante, le temps qu'il fait, etc. L'intensité aussi de l'activité physique, on va le voir plus loin. Et on va voir pourquoi il est très important de faire attention quand on fait de l'activité physique pendant le ramadan. Alors, au-delà de ces deux points, il y a aussi un impact sur la digestion. Donc, étant donné que le système digestif est au repos pendant plusieurs heures, euh,
les repas euh, consommés ftor et au suhoor, donc à la rupture du jeûne et avant l'aube, vont être condensés. Donc, on va voir aussi plus loin comment ne pas avoir de troubles digestifs ou au moins les réduire euh, plus loin. Donc ça va entraîner en fait en quelque sorte des changements de transit intestinal, bien sûr, et des troubles digestifs plus ou moins importants selon les personnes. Donc, on verra plus loin les précautions qu'il faut prendre pour les éviter au mieux. Alors, Alors, justement, oui, je vous ai interrompu. Je t'ai non, interrompu. je t'en prie, il n'y a pas de souci. Alors, justement, quand on voit tous ces changements, c'est-à-dire le côté un peu léthargique, la baisse de forme, il y a les lourdeurs et tout, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander est-ce que c'est le mois idéal pour faire du sport, pour s'adonner à une activité physique? Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, selon les personnes. Alors, beaucoup de personnes, justement, demandent s'il faut continuer le sport ou il faut reprendre le sport, etc., pendant le ramadan. Ça, c'est chez les sportifs comme des personnes qui veulent reprendre le sport ou même de le commencer. Cette question vient souvent. En effet, cela fait l'objet justement de plusieurs questionnements qui concerne cette pratique sportive. Et on va voir comment on peut faire justement reprendre le sport en prenant des précautions pour permettre de pratiquer en toute sécurité. Donc cela va dépendre de plusieurs facteurs. Alors, euh, le premier facteur, ça va être son état de santé général à la base. Donc, moi, j'invite tous les internautes et toutes les personnes et de conseiller aux personnes autour d'elles, d'eux plutôt, de faire un point sur son état de santé avant tout. Donc, ça aurait été idéal de s'y prendre un peu plus à l'avance, mais il n'est pas trop tard parce que le ramadan n'a pas encore commencé. Donc, faire un point sur son état de santé, ça veut dire comment on se sent, si vous avez une pathologie ou plusieurs pathologies. Donc ça, il faut absolument voir son médecin et avoir un avis médical. Si vous fumez, par exemple, qu'est-ce que ça va impliquer, etc. Donc, on ne reprend pas le sport comme ça à la légère. Si vous êtes sportif confirmé ou pas, ça va faire la différence. Est-ce que je suis sportif confirmé? Est-ce que je reprends le sport? Est-ce que j'ai envie? Je n'ai jamais fait de sport. Donc, toute la différence va se faire là. Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis en état d'obésité? Comment vous mangez habituellement? Comment vous vous hydratez, etc. Donc, on va voir que tous ces petits détails ne sont pas anodins et ils sont très importants avant de commencer, quelle que soit l'activité physique. D'accord? Donc, dans un premier temps, il faut surtout, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir un avis médical. À la base, si on sait qu'on a une pathologie, ou plusieurs pathologies, et si on est fatigué, ou etc. Donc, faire le point avec son médecin. Et le ramadan, c'est un très bon moment pour reprendre ou faire du sport. Bien sûr, on ne va pas arrêter, mais il y a des petites précautions qu'on va voir effectivement. Alors, tout d'abord, Sabel, il faut choisir le bon moment, c'est-à-dire choisir le bon moment, c'est-à-dire que je choisis le moment, soit je, je choisis avant 1 heure et demie, 2 heures avant le ftour, comme ça je serai au plus près pour boire et manger, me réhydrater, etc. Je choisis et je quantifie la durée, l'intensité et j'adapte en fonction de mon état général, de mon état du jour aussi, parce qu'on peut être un jour sur l'autre plus ou moins fatigué. Donc Ouais. j'adapte, oui, tout à fait. Donc adapter l'intensité, adapter la durée aussi. Et puis, et
aussi choisir, comme je disais, le bon moment. Donc, avant le ftor, souvent, il y a certaines personnes qui préfèrent avant le ftor. Comme moi, je préfère vraiment 2, 3 heures, même avant le ftor. Et par contre, vous me demandez rien après. Déjà, il y a les prières, Comme ça, c'est etc. plié, ça y est, c'est bon. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent manger un petit peu. Ce qui est recommandé, c'est de manger très légèrement, de faire bah, normalement, on va à Tarawih, on fait les prières, on revient et on mange un petit peu plus et on attend. Il y a des gens qui font du sport très tard dans la soirée ou après, en tout cas, avoir mangé, ou des personnes qui font juste avant Sahur. Donc ça, c'est le meilleur moment. Avant Juste, Sahur, voilà, d'accord. avant Sahur, c'est le meilleur moment, mais c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est là où on va juste faire du sport, on va pouvoir s'hydrater pendant qu'on s'entraîne, et on mange tout de suite après, et on s'hydrate, et on se repose. Donc, selon les personnes, par contre, il est très, très déconseillé, vivement déconseillé de le faire, bien sûr, en matinée ou en journée voilà, très tôt dans la journée, parce on va traîner, en fait, entre guillemets, plusieurs heures déshydraté. Avant de pouvoir manger et de pouvoir Voilà, boire. donc ça, c'est très exceptionnel et ça, je le conseille à ceux qui sont très confirmés, qui n'ont pas le choix ou des compétiteurs, mais surtout pas à des personnes qui reprennent. Donc voilà, il faut placer au mieux l'entraînement. Il est vrai que parfois on voit des personnes venir à la salle de sport le matin vers 11 heures midi, pour faire peut-être un cours en soft training ou un petit cours de, quelque chose du Pilates, par exemple. Mais alors, c'est là où la question qui arrive, c'est quel est le sport le plus adapté en période de Ramadan? Parce que est-ce qu'il faut se lancer comme d'habitude dans des séances de cardio ou des séances de renforcement musculaire intenses, ou est-ce qu'il faut se dire, je vais rester quand même pas mal de temps avant de manger et de boire, donc je vais y aller doucement, je vais faire du yoga, je vais faire peut-être un peu de tapis, vraiment à low intensité. Euh, Quels sont les sports que enfin, que les professionnels du sport recommandent justement, ou que toi, tu pourrais recommander aux gens? Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de faire du sport régulièrement, on conseille de maintenir à peu près son activité tout en la réduisant, c'est-à-dire tout en réduisant l'intensité et la durée. Et d'adapter selon la forme du jour, comme je vous disais auparavant, et selon le temps qu'il fait à l'extérieur. S'il fait 30 degrés ou 10 degrés, vous n'allez pas vous entraîner de la même manière, de peur de crainte de vous déshydrater. Par contre, toutes les personnes qui ont une activité régulière ne posent pas trop de problèmes parce qu'ils savent réguler. Et encore, à cela, on va dire attention, parce qu'il faut aussi se freiner pendant le ramadan et être conscient qu'ils ne sont pas dans l'état général où ils sont hydratés, où ils ont mangé. Donc, pour les personnes qui ne s'entraînent pas régulièrement, mais qui font un petit peu d'activité physique, ou ceux qui veulent reprendre un petit peu, on va leur conseiller plutôt de la marche modérée, de la marche rapide, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idéal. Quand je parle de marche rapide ou de marche modérée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sente un essoufflement. C'est pas de la promenade. La promenade, ça peut être très agréable, etc. Mais pour sentir les bénéfices du sport pendant le ramadan, la marche doit être active et consciente, Vous allez voir c'est-à-dire qu'on un abaisse, effort. voilà, on fait un petit peu d'effort, elle est active, on serre le ventre, on redresse on ouvre la poitrine, on abaisse les épaules, on inspire, on expire et on active les bras. Vraiment, c'est ça la marche active. Et surtout, on peut la faire tout seul ou à plusieurs, c'est plus agréable, mais surtout, il faut qu'on ressente un petit essoufflement. D'accord. D'accord, c'est à partir de là, on voit que le cœur commence à travailler et c'est ce qu'on recherche. Donc, Après, on on peut sort faire, quand même d'une zone de confort physique. On sort d'une zone de voilà, confort physique. tout Voilà. à fait. On sort de la zone de repos, voilà, de cette zone de repos et c'est là où ça va commencer à être bénéfique. On peut faire des disciplines comme le yoga, mais attention, souvent les gens confondent yoga et méditation. Le yoga est, selon les formes de yoga, il y a plusieurs yogas, ça peut être très très physique. D'accord? Donc il faut
choisir un yoga plutôt pour travailler la souplesse, pour se relaxer avec des étirements, etc. Donc quelque chose de soft. Du stretching aussi, par exemple. Stretching, tout à fait, du stretching. On peut faire de la natation. Et oui, oui, Sabelle, on peut aller dans l'eau, dans la piscine, à moins que vous ayez décidé de On boire garde la toute bouche fermée quand même, hein, pour pas avaler. à moins d'avoir décidé de boire toute l'eau de la piscine. Non, non, ce n'est pas, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas du tout interdit. C'est si on n'a pas d'autre alternative que la piscine, parce que ça permet une activité physique portée, donc moins de traumatisme. Pour certaines personnes, c'est très bien. Ce n'est pas du tout interdit. Bien sûr, on ne va pas avaler sciemment l'eau. Voilà, la natation, du cyclisme aussi à un rythme modéré. Ça va être un très bon moyen de faire un petit peu de cardio sans trop d'efforts intenses. Donc, pour les personnes qui n'ont par contre pas l'habitude de pratiquer, effectivement, de manière très ponctuelle, c'est l'idéal. Alors, je voudrais préciser quand même que, encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui commencent, qui veulent commencer le sport le premier jour du Ramadan, qui n'ont jamais fait de sport, soit qui n'ont pas repris depuis X temps. Je répète qu'il faut quand même être assez précautionneux et faire attention à sa santé, y aller tranquillement. Si on a quoi que ce soit, voir son médecin au préalable ou commencer en tous les cas tranquillement. Donc pratiquer une activité physique, cardio ou très peu intense, comme je disais, comme la marche modérée. D'accord. Alors, quid du renforcement musculaire, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui sont plus orientées sur ça, qui ne veulent pas perdre leur masse musculaire pendant le mois de Ramadan et tout. Est-ce que c'est recommandé, par exemple, l'heure et demie avant le phtor, est-ce qu'on peut aller soulever des poids Alors, quand on parle de renforcement musculaire, ça ne veut pas dire exclusivement porter des charges. Alors, le renforcement musculaire peut se faire au poids du corps. Et par exemple, quand on fait du pilate, par exemple, ou certains exercices de yoga, avec, avec le poids du corps, sont déjà du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, c'est avec le poids du corps, c'est des exercices maîtrisés en synchronisant la respiration. Et je peux vous assurer que c'est très difficile quand on prend son temps et au niveau musculaire, c'est très intense et très efficace. Donc, on va laisser tomber un petit peu les poids pendant le ramadan. On ne charge pas, on ne fait pas des séances très intenses, genre cross-training avec des poids chargés, des charges, etc. On évite. Et puis, on se dit, on écoute un petit peu son corps et pas soi, parce que souvent, on croit que ce qu'on écoute son corps, mais on est très mauvais conseiller pour soi-même. Donc, on évite les défis pendant le mois du Ramadan, sinon de reprendre tranquillement, etc. Donc, par exemple, on peut faire des techniques douces, comme je vous l'avais dit, je vous l'ai précisé, ou du tapis de marche en pente, par exemple, à une certaine intensité modérée, comme je vous le disais, pour sentir un petit peu euh, le cœur un petit peu s'activer. Alors justement, tu as parlé du renforcement musculaire avec charge. Effectivement, ça, c'est les sports à éviter. Et tous les sports à éviter pendant la journée, surtout, ça va être des entraînements très intensifs de cardio, comme la course à pied, le HIIT, cette haute intervalle training, où on va entraîner une déshydratation très, très excessive. Donc, c'est ça ouais. le danger, en fait. Et sports de compétition aussi, des sports de compétition comme le foot, le basket, etc. Ça, on attend plutôt après après le ftor ou très proche du ftor si on est entraîné. Si on est entraîné. Je sais qu'il y a des équipes
ou des amis entre eux qui font des petits matchs juste avant le ftour, mais ça va être des matchs, au lieu de faire 1 heure et demie, ils vont faire une demi-heure ou 40 minutes, mais peu intenses. Donc, en sachant qu'ils vont ftar tout de suite, il va y avoir à la rupture du jeûne peu de temps après. Au niveau de la musculation lourde dont on parlait juste avant, ben, l'exercice est trop intense et va nécessiter beaucoup trop d'énergie et donc va être épuisant et peut amener à la blessure. Mais après le tour, c'est possible? Parce qu'on voit beaucoup, euh, on voit, Oui, après le phtor, c'est possible, mais même si on est habitué, essayez de réduire quand même l'intensité pendant ce mois-là, ce mois sacré. euh, Essayez de réduire quand même l'intensité ce mois-là. Et puis, il y a un autre sport, parce que moi, j'ai été coureuse, une marathonienne, etc. Éviter les sports d'endurance, marathon, genre triathlon, marathon, etc. Parce que c'est une activité d'endurance, donc longue endurance, et puis qui peut être dangereux pour l'organisme. Et je l'ai déjà testé, hein. Je me suis déjà testée à courir 25 km avant le ftour sous 30 degrés. Je ne le referai plus. J'ai testé parce que c'était un défi que je m'étais donné et je vous assure que c'est très difficile et on est léthargique après, hein, pendant plusieurs heures. Donc, à déconseiller. Donc, c'est prenez clair que soin de c'est comme en temps normal, quand on court un semi ou un marathon pendant la semaine qui suit le jour de l'épreuve, on est quand même vraiment à plat. Donc j'imagine pour quelqu'un qui a jeûné toute la journée, vous. Oui, tout à fait, tout à fait. À ne pas reproduire, vraiment, prenez soin de vous et encore plus pendant ce mois de Ramadan. courageux, Halima. Alors, Alors, voilà. alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment est-ce qu'on ajuste ses efforts justement pour éviter la fatigue ou les blessures? Parce que quand même, le corps est assez à cran dans la période du jeûne. On peut facilement, peut-être plus facilement être victime d'une déchirure musculaire, d'un traumatisme, se fatiguer, être complètement à plat en termes d'énergie parce qu'on s'est donné un peu trop à fond. Tout à fait. Mm. Ça vient quand même d'une bonne intention, hein. C'est une bonne résolution parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, voilà, c'est le ramadan, Oui, je bien n'ai pas sûr. envie de prendre de poids parce qu'on mange quand même des repas qui sont très riches hein, après ou pendant le fto. J'ai envie de garder mes bonnes habitudes, j'ai envie d'avoir un ramadan sain, mais vraiment à tout point de vue. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ajuster l'effort physique? Alors, l'effort physique va s'ajuster, justement, on en a parlé un petit peu. C'est selon l'état initial de la personne en termes sportifs, et puis son état du jour, son métier, ses occupations. Donc, il y a certaines personnes, et ses préférences aussi, hein. Donc, avant l'iftar, beaucoup de personnes choisissent cette perspective. 1 à 2 heures avant l'iftar, on peut se permettre un entraînement qui n'est pas très très intense, mais voilà, on voit selon sa forme du jour, parce que ça va permettre une hydratation et une alimentation qui est adaptée et très proche. Après l'iftar, il y a beaucoup de personnes qui choisissent aussi minimum 2 3 heures par contre après. Moment idéal car on a rompu le jeûne, consommer des aliments, mais surtout on s'est hydraté. Et puis, on va donc profiter de cette énergie, mais attention, 2 3 heures avant, 2 3 heures après, pardon. Pourquoi? Parce que ça va permettre une digestion suffisante avant la séance. Il ne faut pas manger et hop, aller courir. Donc, on D'accord. attend un certain temps pour digérer. Ça, c'est pendant le ramadan ou en temps normal. Donc, l'idéal vraiment, vraiment, c'est de veiller à faire on va dire, un pré-repas léger. Mhm. À l'ess- Constitué de quoi, par exemple? Alors, ça peut être Constitué constitué d'une... finalement, parce qu'il y a une
Qui parlera de l'alimentation, Oui, mais là, oui, 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 tout à fait. Par exemple, on peut prendre une shorba avec des légumes, avec une céréale complète, et puis une protéine, par exemple, et par contre avec de l'eau. S'hydrater avant, pas beaucoup non plus pour pas s'alourdir, mais s'hydrater et puis prendre une date ou trois dates selon son état pour avoir un petit peu d'énergie. Et puis après, prendre un repas un petit peu plus riche, mais en protéines, mais on va le voir un petit peu plus loin. Et effectivement, si on choisit cette option, il faudra s'hydrater bien sûr avant, pendant l'entraînement par petites gorgées et puis après, bien sûr. Et puis, il y a des personnes qui vont choisir l'alternative tard le soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de leurs horaires, des horaires de la prière aussi. Certaines personnes vont préférer tard le soir, ce qui est très bien aussi. Et puis, avant le suhoor, effectivement, ça peut être une très bonne alternative. Il y a pas mal de personnes qui le font. Le problème, c'est que il y a, pour les personnes qui travaillent, c'est un petit peu problématique parce que le sport donne aussi une certaine énergie on a une et montée on ne va pas d'adrénaline. pouvoir dormir tout de suite après, sauf si on fait voilà, que de la relaxation ou du stretching. Donc, tous les moments sont idéaux selon la personne. Et avant le sport, c'est doublement idéal parce que on peut se pousser un petit peu plus à fond, on peut avoir un peu plus d'intensité et de durée, puisqu'on sait Parce qu'on qu'on va a, quand même avoir un repas. voilà, On va voilà, boire. et puis on peut boire, on peut aussi boire pendant l'entraînement. Donc ça peut être idéal pour certaines personnes. Alors, et quelle est l'importance de l'étirement et de l'échauffement? Plutôt dans l'autre sens, parce qu'on commence par s'échauffer avant la séance de sport, on s'étire après, pendant le ramadan. Est-ce que c'est encore plus important que d'habitude? Alors, effectivement, il ne faut pas du tout négliger les étirements, l'échauffement tout d'abord, parce que ça va permettre de préparer le corps, donc l'organisme, les muscles, les tendons, le cartilage, etc. Ça va faire monter la température et puis éviter les blessures et se préparer aussi mentalement à rentrer dans une séance. Et puis ne absolument pas négliger les étirements parce que là, ça va conclure un petit peu l'entraînement et ça va permettre une récupération un petit peu plus facile et surtout, euh, on veille après une séance à toujours faire des étirements courts, c'est-à-dire de 20 à 30 secondes avec inspiration, expiration, on s'étire toujours. L'effort, c'est toujours avec l'expiration, on le rappelle. Et puis, ça va permettre aux muscles de retrouver sa taille initiale. Alors, cette notion, cette idée de d'étirement court, est-ce que tu pourrais nous donner juste une petite explication par rapport à Alors, ça? par rapport à ça, je vois beaucoup de personnes, surtout après une séance intense, qui vont s'étirer très longuement. C'est pas bon du tout. D'accord. C'est très déconseillé puisque schématiquement, lorsque on fait un entraînement, lorsqu'on s'entraîne, quel que soit le sport, surtout en sport intense ou cardio ou renforcement musculaire, on va déchirer le muscle. Si on fait un étirement long, c'est-à-dire 20, 30, 45 minutes, une heure, on va continuer encore à déchirer le muscle. On va continuer à l'étirer. Donc, risque de blessure. Et il ne va pas se réparer. Alors que si on fait, c'est pour ça que en salle ou dans d'autres sports, on fait à la fin de chaque séance, on fait un étirement de 5 à 6 minutes selon les séances. Ça peut durer 10 minutes, mais pour chaque groupe musculaire qu'on a travaillé, on va s'étirer à peu près 30 secondes, pas plus pour chaque muscle, pour juste remettre le muscle à sa taille initiale et lui permettre de se réparer.
Donc, Bien. par contre, après une séance plus ou moins intense, une séance complète, on pourra s'étirer longuement. Si on s'est entraîné le matin, on s'étire le soir ou le lendemain, mais en tout cas plusieurs heures après. Très bien. Alors, la question que tout le monde se pose, on mange quoi? Dans quelle quantité? Comment ça se passe? Est-ce que dès qu'on commence à le phtor, au moment de la rupture, on prend du sucre, on prend du salé, on commence avec les protéines dès le départ? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les quantités pour les gens qui ont envie de pratiquer, hein, de continuer à pratiquer leur sport? Et pour que cette alimentation, cette manière de s'alimenter leur Mhm. permette d'optimiser leurs exercices. Voilà. Donc, Alors, ça, c'est une question très récurrente qui revient et c'est très bien. Tu as parlé euh, du moment où, de la période la plus bénéfique pour justement reprendre soin de soi à travers le sport, mais ça passe aussi par l'alimentation et l'hydratation. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, comme tu disais tout à l'heure, Sabelle, où on mange beaucoup, c'est très riche, les tables sont pleines, etc. Ça fait plaisir, on partage, etc. Mais il faut se rappeler quand même que le ramadan, c'est bien sûr le partage, mais aussi une certaine humilité. Et on pense aussi à ceux qui ont faim, etc. Donc on évite déjà le gaspillage et puis on prend soin de soi. Et c'est pas avec le sucre et le gras qu'on peut, qu'on peut avoir sur les tables qu'on va prendre soin de soi. Donc euh, je vais vous dire une chose qui va paraître évidente. Euh, on, on doit manger équilibré, ça c'est mhm, clair, le plus équilibré possible en tous les cas. On va privilégier la qualité à la quantité. Donc, on va voir un petit peu comment, très brièvement, on veille à répartir les calories euh, tout au long des repas et pas manger en une seule fois parce qu'on a faim, c'est vrai, ça peut être difficile pour certains, et de se remplir très très vite. Et là, on est on saturé, on est lourd, on est fatigué. on est fatigué, on a un inconfort digestif, on n'a envie que d'une chose, c'est de dormir, on est très mal, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à répartir de façon assez équilibrée euh, entre les repas et puis peut-être prendre aussi un encas entre ces repas. Donc, ça va être alors, au moment de iftar, qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on peut privilégier? Alors, tout d'abord, on va commencer par s'hydrater, c'est-à-dire qu'on commence hein, par un petit peu d'eau ou de lait pour certains, ou du lait de coco ou de l'eau de coco, qui est très très riche en antioxydants, en électrolytes. Les électrolytes, en fait, c'est tout ce qui est magnésium, sodium, potassium, le chlore, etc., qu'on a dans l'organisme. Et lorsqu'on on fait du sport ou même dans la journée où on s'est déshydraté, eh ben, on va en avoir besoin. Donc, on peut se récupérer un petit peu, il faut récupérer un peu ces électrolytes, donc, et le magnésium aussi. Et donc, certains grands sportifs prennent des boissons isotoniques spécialisées, etc. Moi, franchement, en tant que sportive, en tant que professionnelle de santé et de sport santé, je ne les recommande pas tous les jours. De temps en temps, D'accord. quand on a fait une grosse séance et qu'il fait très chaud, etc., oui, mais moi, je préconiserais plutôt de faire de faire sa propre boisson enrichie, c'est-à-dire une boisson maison où on met 500 millilitres d'eau, par exemple, ou de lait ou d'eau de coco, avec une cuillerée ou une demi-cuillerée de miel, de vrai miel, bien sûr, un jus de citron, un peu de gingembre, et puis un quart, mais une petite pincée de sel pour garder l'eau. C'est ça, c'est pour les sportifs qui ont fait des grosses séances, etc., ou une séance et qui se sentent déshydratés. Et ça va donner aussi un petit peu d'énergie.
Donc, on commence vraiment, euh, vraiment par s'hydrater avant tout. Et s'hydrater et prendre, bien sûr, selon les préceptes de l'islam et sous les conseils, les recommandations de notre prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prendre une date ou trois dates, mais en tout cas en nombre impair. S'il vous plaît, je vois beaucoup de personnes prendre tous les jours cette date. Non, non, vous ne pouvez pas prendre cette date, c'est pas possible. On aimerait bien euh, ressembler au maximum et se rapprocher de la vie du prophète, mais à l'époque, il n'avait pas cette alimentation enrichie qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les Voilà. gens, Donc les sept dates, ça fait vraiment trop. Essayez d'avoir par nombre impair, soit une date, soit trois dates. Ça sera amplement suffisant. Puisque les dates sont riches en fibres, riches aussi en tryptophane. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. Riche en fibres, ça va permettre une bonne digestion. Ça va rentrent. permettre de Voilà, ça va permettre de réguler le transit aussi. Ça va permettre aussi l'absorption des graisses et du mauvais cholestérol. Concrètement, c'est des petites particularités qu'on ne connaît pas, surtout le mauvais cholestérol. Et c'est très riche en tryptophane dont je vous parlais. C'est une acide aminé en fait qui a le rôle de la production en fait de l'hormone du sommeil, donc la mélatonine. Donc c'est très bien de pouvoir en prendre avec une tisane, par exemple, le soir au ramadan ou pendant le ramadan. Mais en tout cas, s'il vous plaît, évitez de prendre de terminer le paquet de dates parce que bien que les dates soient très nourrissantes elles sont caloriques. Elles restent caloriques quand même. Et chez certaines personnes, bon, ça va faire quand même augmenter le taux de glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, surtout à jeun. Donc soyez prudents. Une date est amplement suffisant pour le phtor, voire trois dates. D'accord. Donc là, Donc, on est sur un jus qui permet de récupérer, de s'hydrater et sur 3 dates pour l'instant. Donc là, ça pour va encore. l'instant, voilà, tout à fait. Voilà, pour l'instant, ça peut être suffisant. Ensuite, ensuite, on peut rajouter effectivement pour le fطور, bon, on va faire la prière, etc., pour pas être très alourdi, salat al-maghrib. Et là, on va, après les liquides, donc après les liquides, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il y a la consommation de protéines, D'accord. qui est des protéines maigres, bien sûr, c'est-à-dire le poisson, le poulet, les lentilles, les haricots, etc. Ça va aider à réparer le muscle et à fournir aussi de l'énergie. Donc, ça va éviter aussi la perte musculaire et aider à perdre la masse grasse. Très bien. Donc, il faut vraiment tabler sur les protéines, consommation de protéines à chaque repas, en temps normal à chaque repas et surtout 45 minutes à maximum, grand maximum, 1 heure après l'exercice physique. Donc, c'est pour ça que c'est tout aussi bien de pouvoir de faire l'entraînement avant le phtor. Au-delà des protéines, il y a les glucides complexes. Ce qu'on appelle les glucides complexes, c'est tout ce qui est patates douces et pas pommes de terre. Les pommes de terre ne sont ni un légume et ne sont surtout pas des glucides complexes, c'est des féculents. Donc des patates douces, c'est très nutritif et à indice glycémique assez bas. Du riz brun, par exemple, du quinoa, des pâtes complètes. Ça va permettre en fait de reconstituer cette réserve de glycogène. C'est le stockage de glucose dont on a parlé tout à l'heure. Faire le plein Où, d'énergie aussi. voilà, plein d'énergie, tout à fait. Et puis, en fait, il faut se dire par rapport aux glucides complexes, éviter tout ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc est mauvais. C'est-à-dire que la farine blanche, le sucre,
le sel, et tout ce qui est blanc est très mauvais parce que c'est raffiné. Donc, essayez de remplacer petit à petit votre consommation de glucides complexes par tout ce qui est brun. Tout à fait. Tout ce qui est complet, khobz shair, le qamh, etc. Euh, Au mieux de le faire soi-même à la maison, parce que souvent, dans le commerce, même dans les boulangeries, on y rajoute trop de sel ou trop de sucre. Donc faites attention, ne rajoutez pas de sucre. Il n'y a pas de raison de rajouter de sucre dans le pain qu'on fait. Et au-delà justement de... Il y a aussi les fruits et les légumes à ne pas Oublié. négliger oui, pendant le ramadan, on néglige beaucoup, beaucoup les légumes parce qu'on a le brick, etc., beaucoup de choses frites, cuits dans l'huile. C'est vrai que ce qui est bon est pas bon. Ce qui est bon au niveau gustatif est pas bon pour la santé. Donc, de temps en temps, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais soyez vigilants parce que si on veut se remettre en forme et si on veut peut-être perdre du poids, par exemple, eh ben, on va faire tout le contraire. Parce qu'il y a des personnes qui prennent du poids pendant le ramadan, parce qu'elles stockent après les graisses selon l'alimentation. Donc Non, mais les c'est clair. fruits, De toute façon, pardon, si on mange plus que ce que l'on dépense, c'est clair qu'il va y avoir, le corps commence à faire des réserves et d'où justement la prise de poids pendant le ramadan. Ça, c'est quelque chose que absolument. les gens ne comprennent pas forcément parce qu'ils se disent j'ai jeûné toute la journée, donc je peux manger ce Mhm. que je veux le soir, c'est pas grave, ça, il y a un équilibre qui se fait, mais peut-être pas tant que ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça faut surtout ne pas négliger les légumes, les fruits et surtout entiers. C'est clair qu'on peut faire certains jus, mais des salades de légumes frais, des agrumes, des baies, framboises, fraises, etc., myrtilles, qui sont très riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux. N'hésitez pas à rajouter dans les salades les graines. Donc qui est graines de chia, graines de lin, graines de nigel, de sésame, de chanvre, etc. C'est très bon, c'est des fibres, très bon pour le cœur. Très bon Il y a des oméga 3 par exemple, dans les graines de chia, dans les graines de courge. C'est très bon pour l'inconfort, par exemple, urinaire. Euh, donc, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir une petite bouteille en verre et de mélanger toutes ces Faire un graines. mélange de graines, Voilà, voilà. et prendre une cuillère à soupe tous les jours. Pas plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit en excès non plus. Et ça va favoriser aussi la sensation de satiété. C'est-à-dire que ça, c'est à préconiser aussi pour le suhoor, pour avoir moins faim. Il y a Donc, des personnes qui recommandent les algues aussi parce qu'elles sont riches en ah oligo-éléments. oui, oui, tout à fait. Les algues à rajouter sur ces salades, sur les soupes, etc. C'est très bien. Donc, il faut surtout fractionner aussi les repas, donc ne pas manger tout d'un coup pour faciliter la digestion et l'absorption des nutriments. Quand on mange de trop, de trop, de trop, et Ouais. très rapidement, les nutriments n'ont pas le temps d'être digérés, etc. Et, ne- et c'est comme l'eau glacée. Absolument à bannir, l'eau glacée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand il fait très chaud, ils boivent l'eau glacée, ils se sentent rafraîchis, mais ça dure quelques secondes et on envoie un autre message au cerveau. Aïe, mon organisme, mon corps s'est refroidi, donc je vais le réchauffer. Ils ont chaud après. Et surtout, ça ne va pas permettre l'absorption, la meilleure absorption des nutriments et des oligo-éléments, pardon, et des électrolytes dont on parlait. Donc faites attention à ne pas boire trop glacé. Évitez les aliments riches, comme on l'a dit, en gras, en sucre aussi, parce que ça va provoquer une augmentation de la glycémie très très rapide et ça va rechuter rapidement et on va être très fatigué. Et juste après la fatigue, on va avoir envie de manger encore parce qu'on va avoir une fringale. Et fringale, qui dit fringale, on remange, on a un stockage des graisses. Donc là, on va prendre du poids au lieu d'en perdre. D'accord, très bien. Alors, on parle d'alimentation, nourriture. Bah, ça ne va pas sans l'hydratation. Donc, Tout à l'hydratation dont tu fait.
tout à avec fait. ce fameux jus qui permet de récupérer un petit peu. Alors, il y a un point qui est très intéressant par rapport à l'eau, c'est qu'on lit très souvent, il y a deux écoles. Celles qui vous disent, la première qui dit il faut boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour, et celle qui dit il faut écouter son corps. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, donc ne vous forcez pas à boire 3 bouteilles d'eau. Euh, Alors, Faire comme ce vous- qu'on vous a dit ou alors comme ça. ça dépend d'où on part. Si on ne boit pas du tout, c'est clair que Un problème. c'est clair qu'il y a un problème. Si on boit très peu, parce que je connais beaucoup de gens justement qui ne boivent que des sodas qui sont à proscrire en temps normal et pendant le ramadan, absolument. Toutes les boissons sucrées. S'il vous plaît, ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte, 100% jus de fruits. Ce n'est pas vrai. Il Donc, y a beaucoup si vous de avez vraiment envie d'un jus sucre. de fruits, faites-le vous-même et encore le boire tout de suite. Et ne pas, que ce soit pas une habitude, essayez plutôt de prendre des fruits entiers. Et donc, comme je disais juste avant, si vous avez une personne qui ne boit pas du tout, eh ben, elle va pas avoir soif parce qu'elle s'est tellement, son cerveau, son corps s'est tellement habitué à se restreindre que le cerveau ne va pas envoyer le message j'ai soif, il va faire une rétention d'eau parce qu'on peut faire une rétention d'eau quand on boit de trop ou quand on boit pas assez. Ça va faire une sorte d'éponge. Donc le corps va faire, les cellules vont faire une sorte d'éponge et retenir. Et donc cette personne va être fatiguée, va être par la déshydratation, elle va avoir mal à la tête et elle va pas avoir cette sensation de faim, pardon, de soif. La sensation de soif, en fait, elle se régule. C'est-à-dire que on adapte et comme un enfant, on éduque son organisme à avoir soif. Donc, on va s'obliger un petit peu à boire au fur et à mesure pour, Régulièrement. pour que le cerveau renvoie un autre message. Il va envoyer le message j'ai soif. Et donc là, euh, euh, ça va permettre une hydratation correcte et donc protéger aussi toutes les cellules, les organes, les reins, entre autres. Donc, voilà. Et alors, il faut boire au-delà de ce dont on a besoin, mais en même temps, il faut quand même boire au moins minimum 1,5 litre, voire plus quand on s'entraîne. Moi, il m'arrive de boire 4-5 litres, Fragmenté dans la soirée. Pas en... non, pas en une fois. Il est déconseillé de boire en une fois et surtout pendant l'entraînement, boire par petites gorgées si on peut, si on a choisi après l'iftar. Sinon, boire de manière fragmentée pendant le ramadan. Et comme je disais, surtout, pas de soda et les boissons du commerce. Et privilégier les tisanes. La consommation aussi, une petite cure de spiruline. Spiruline, c'est une algue très riche en protéines et en fer. Donc, moi, je conseille tous ces compléments par cure et pas toute l'année parce que votre corps va prendre l'habitude par cure de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et ça va renforcer vos muscles, enlever, diminuer la fatigue, etc. Des tisanes, je ne sais pas si tu connais, c'est des tisanes de kombucha. Alors, le kombucha, on appelle ça une tisane de champignons. C'est pas vraiment des champignons, c'est un ensemble de bactéries et de levures qui sont extrêmement bénéfiques. C'est des enzymes probiotiques qui renforcent la flore intestinale et qui sont très recommandées pour les personnes qui ont des problèmes de digestion et qui sont très recommandées pendant le ramadan. Très bien. Donc, effectivement, il faut s'assurer de boire régulièrement les bouillons, les soupes, éviter les boissons qui déshydratent, hein, limiter la consommation de café, par exemple, la consommation de thé et diminuer le sucre dans le thé, et puis éviter l'eau glacée. Très bien. Alors, moi, j'aime bien cette notion d'écoute de son corps, d'écoute de soi. C'est quelque chose qui est très présent dans ce que tu dis et ce que tu préconises, en fait. Donc, aussi bien au niveau de l'entraînement, quand on dit il faut écouter son corps pour savoir reconnaître les signes de fatigue, ou alors est-ce qu'on est en forme, là, on peut essayer de pousser un petit peu. Il faut aussi écouter son corps en termes d'alimentation et d'hydratation. Tout C'est à quelque fait. chose qui prêche, toi, Mm. de ton côté.
Comment? C'est quelque chose que tu prêches parce que Oui, oui, tu dis oui, tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment écouter son corps et pas s'écouter soi-même. Donc, effectivement, si on se sent vraiment, vraiment fatigué, il faut se reposer, prendre le temps et remettre, soit diminuer la durée de son entraînement, soit remettre l'entraînement au lendemain. Et puis, voilà, diminuer les fréquences, diminuer l'intensité, diminuer le temps. Il faut vraiment s'écouter et puis se faire plaisir de temps en temps en ce qui concerne l'alimentation, mais vraiment veiller à ce que ce soit une alimentation très équilibrée. alors, qu'en est-il du sommeil? Parce que c'est quand même une période où on reste réveillé très longtemps. Alors, le cycle du Mm, sommeil mm. est bouleversé pendant Oui, tout un mois. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est peut-être le moment où certaines personnes ont envie de rencontrer leurs amis, les veillées familiales, les prières, enfin, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas quand même déboussoler notre organisme et être en mesure le lendemain de rester en forme quand même? Parce que c'est clair mm. que si on reste réveillé jusqu'à 3 Bah, heures du matin, on dort un peu, on se réveille et tout, c'est ben, pas on essaye de, au maximum de s'organiser, ce qui n'est pas facile de s'organiser, surtout quand on est dans des pays qui ne prévoient pas un certain aménagement pour le mois du Ramadan. Essayer de s'octroyer, de sortir peut-être plus tôt s'il y a possibilité, de préparer aussi ses repas à l'avance, etc. Et puis de s'octroyer des petites siestes, des courtes siestes pendant la journée, de se reposer, comme je disais, quand vous vous sentez fatigué le soir et que c'est pas possible de s'entraîner, c'est pas grave, on remet à plus tard. D'éviter les boissons excitantes comme le café, le thé, surtout avant de dormir. Donc, ce genre de choses pour voilà, essayer d'optimiser son sommeil et puis d'essayer de le rattraper au maximum. D'accord. Alors, Halima, tout à l'heure, tu évoquais les personnes souffrant de certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension. On l'a un peu survolé, mais on le laissait pour la fin, bien entendu, parce que même quand on est souffrant en dessous de ces pathologies, on a quand même aussi envie de faire son sport pendant le Ramadan. Donc, tu préconisais de faire d'abord un check-up avec le Oui, médecin. tout Est-ce que à c'est fait. bon, dans le cas où le médecin est OK, il est d'accord justement avec la pratique, je- comment est-ce qu'on fait par exemple pour la pratique sportive? Pas se Alors, pour la surmener. pratique sportive, si pour pratiquer en toute sécurité, surtout quand on a une pathologie comme le diabète ou l'hypertension, par exemple, il faut absolument donc consulter son médecin et puis surtout consulter un professionnel, un coach sportif sport santé, qui sera à même de vous faire un programme, de vous dire à quel moment il est propice de faire un entraînement, etc. Et puis euh, surtout, je préconise vraiment d'y aller doucement, de faire de la marche modérée, etc., des sports très doux pour commencer dans un premier temps et de surveiller sa glycémie euh, pendant avant le suhoor, avant l'iftar pour voir comment on est à jeun. Et surtout, si on a des étourdissements, des vomissements, des vertiges, etc., il ne faut absolument pas hésiter à rompre le jeûne. À rompre le jeûne parce que au-delà du sport, en fait, le ramadan, c'est quand même un moment aussi, une excellente, on va dire, occasion de réfléchir sur son hygiène de vie et sa santé. Et c'est le moment vraiment où il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention à sa santé. Notre belle religion nous donne quand même l'occasion de ne, de ne pas faire le ramadan pour certaines personnes, pour les personnes qui sont malades, qui souffrent de certaines pathologies, pour les des personnes âgées qui ont des difficultés, pour les personnes qui sont dépendantes, etc., les femmes enceintes, allaitantes. Donc, il y a d'ailleurs dans Surat al-Baqarah, il me semble que c'est dans le verset 184, 185, 186, il est vraiment écrit noir sur blanc.
qui a une possibilité pour voire une obligation de ne pas jeûner pour certains cas, dans certains cas. Donc, c'est vrai que dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes, et je les comprends, hein, elles se culpabilisent de ne pas faire le ramadan, mais elles sont malades. Donc, si il y a un risque de mettre en danger sa santé et sa vie, il est obligatoire même de ne pas faire le ramadan. Donc, il y a toujours des possibilités. Alhamdulillah, Dieu nous a donné cette possibilité de pouvoir participer à ce mois sacré en faisant en nourrissant un pauvre, en rattrapant la journée qu'on a ratée à une autre période. Donc, c'est vrai que il faut être très vigilant sur sa santé et faire le point auparavant, avant de s'embarquer dans l'activité sportive non encadrée. Il faut vraiment être encadré et faire attention à sa santé et ne pas hésiter à rompre le jeûne si on se sent vraiment pas bien. Alors, qui dit Ramadan, c'est aussi le mois pour repenser un petit peu son hygiène de vie. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens pour adopter de bonnes habitudes? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce mois pour justement vraiment être dans un état de Alors, bien-être? Alors, c'est vrai que le ramadan va offrir une excellente occasion de réfléchir à son hygiène de vie, comme disait tout à l'heure, et d'adopter de meilleures habitudes. C'est donc le bon moment pour améliorer son bien-être général, hein. Et il faut profiter aussi de ce moment, bon, l'alimentation équilibrée, une bonne hydratation, un meilleur sommeil, gestion du stress, etc. Et c'est un moment aussi de réflexion. Donc, on va profiter de ce moment pour renforcer les liens, ses liens spirituels et personnels, en prenant le temps pour la prière, par exemple, la méditation, la réflexion sur son comportement vis-à-vis des autres, mais son comportement vis-à-vis de soi-même aussi. Parce que souvent, on s'oublie. Donc, prendre soin de soi aussi fait partie de nos prérogatives et fait partie de notre belle religion. On s'oublie un petit peu. Donc, penser à soi et faire une rétrospective un petit peu sur sa vie, son comportement, et puis être heureux. Comment je peux être heureux et épanoui? Il ne faut pas oublier aussi que le ramadan, c'est une période sacrée pour se retrouver, pardonner, se pardonner aussi, se concentrer sur soi, prendre soin de soi, aussi bien physiquement, mentalement que spirituellement. Euh, Ce sera peut-être l'occasion de revoir des personnes qu'on n'a pas vues. Ce sera aussi l'occasion de prendre soin de soi à travers l'activité physique. Ce sera peut-être l'occasion d'arrêter le tabac en étant accompagné, par exemple, de De perdre lire, du poids. peut-être de se déconnecter des réseaux sociaux, par Tout, exemple tout aussi. à fait, de perdre du poids, par exemple, si, et de prendre plaisir aussi dans tout ce qu'on fait. Et puis aussi, toujours prendre du plaisir pour de bouger, mais aussi d'être avec les autres et puis traverser ce moment sacré, ce mois sacré, avec le plus de sécurité possible et puis se dire que l'activité physique, ce n'est pas simplement pendant le ramadan, c'est aussi essayer de continuer à pratiquer une activité physique pour sa santé. Pérenniser Euh, l'habitude. Tout à fait, ne pas hésiter à le faire et puis à continuer cette activité tout en prenant plaisir et puis et en étant heureux à travers sa spiritualité. Ali Maraïteb, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Euh, Alors, je je- rappelle que tu es coach, tu es formatrice, tu es cadre de la santé et tu es spécialiste en sport santé aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, ça fait 24 ans que je suis infirmière, cadre de santé depuis 2015. Et puis, moi, je me suis rendu compte, en fait, que donner des médicaments seulement, ce n'était pas prendre complètement des soins des gens. Et il y a une autre approche que celle qui est du sport santé, c'est-à-dire prendre des soins des gens, soin des personnes qui soient malades ou non, avec une approche par l'activité physique, par l'alimentation, par la lutte contre le stress,
par le sommeil aussi, une rééquilibration du sommeil, et puis permettre à ces gens aussi de se rendre compte que la vie est belle et que la santé, c'est eux qui la font. C'est leur propre santé est à prendre en main. Et il n'y a que ces personnes elles-mêmes qui peuvent changer leur vie et leur santé. Et le ramadan, c'est vraiment la période la plus propice pour se faire du bien physiquement, mentalement et spirituellement. Tout à fait, tout à fait. Ben, chers amis, c'est la fin de ce forum virtuel. Je rappelle que c'est le troisième épisode de la saison 4. J'espère que vous avez apprécié notre thématique. Alors, on vous souhaite, au nom de la fédération et moi-même, un très, très bon ramadan dans la paix, la sérénité et la santé. Et puis, n'oubliez pas, si jamais il y a des thématiques que vous aimeriez nous voir traiter, dites-le nous et ça nous fera très plaisir de vous éclairer sur ces sujets. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Merci, merci Sabelle. Au revoir, bon ramadan à tous, Inch'Allah. Salam alaikum.